Mais aujourd'hui, à part les maisons de santé qui ont une des structurations et des moyens pour le faire, très peu de professionnels peuvent mettre en place l'éducation thérapeutique. Avec les infirmières Asalée, c'est une structure qui est souple, qui fait que ces infirmières vont avoir des temps de disponibilité par rapport à différents cabinets et qui vont donc pouvoir aussi, dans le cadre du cabinet de médecine générale, regrouper, mais en travail coordonné, pouvoir accueillir les patients et avoir un travail qui permet un échange de données, qui permet un accès aux données de santé pour avoir un vrai travail autour du patient. Donc ces formes d'organisation structurée, moi j'en suis tout à fait favorable, de travailler avec des médecins, mais de ne pas travailler seulement avec des médecins, avec d'autres professionnels, si c'est dans le cadre d'un exercice coordonné. Je suis très en colère et très inquiet sur les éléments de la loi qui veulent disséquer notamment la médecine générale ambulatoire. Vous n'avez peut-être pas encore regardé les choses de très près. En fait, c'est quoi? C'est organiser des délégations de tâches, mais sans aucune coordination. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que je vais donner 2 exemples qui existent déjà pour que vous compreniez. Aujourd'hui, les infirmières libérales peuvent vacciner pour la grippe pour les patients qui ont déjà eu au moins une fois la vaccination. Ça ne me pose aucun problème, sauf que je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça veut dire que dans mon dossier médical, je ne sais jamais. Quand un patient vient et qu'il a un syndrome viral ou grippal, je ne sais pas s'il a été vacciné. Donc demain, si on ouvre les infirmières, comme on les appelle, cliniciennes, ce qui ne me gêne pas, mais que c'est complètement court-circuité de l'organisation libérale, on aura de grandes difficultés. On a donné aux pharmaciens la possibilité de suivre les traitements anticoagulants. Ça, c'est complètement fou, quoi. Parce qu'au quotidien, vous savez, c'est nous qui faisons ça. Et on ne sait pas ce qui s'y passe. Si au moins on savait que le pharmacien avait fait une éducation thérapeutique aux patients, pourquoi pas? Mais on ne le sait pas. Donc ça, c'est vraiment une attention très particulière. Quel que soit le mode d'organisation que vous aurez, isolé, en groupe, mono, pluridisciplinaire, en maison de santé, en pôle de santé ou en GECO, là, c'est un nouveau système d'organisation. Ben, ce qui est fondamental, c'est la coordination des acteurs autour du médecin traitant et en lien avec les professionnels de santé. Voilà, donc moi je ne serai pas plus long sur cette présentation. Donc je propose au docteur Aline François d'expliquer un peu comment vous travaillez, où vous en êtes, et puis après au docteur Segmuller, et ensuite vous aurez la parole. Merci. Donc moi je me présente, donc docteur Aline François. J'ai fait mes études à Strasbourg, comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Et je suis installée donc à Kingersheim depuis 2008, dans un cabinet d'association, on va dire. On appelle ça la maison médicale. Mais en fait, c'est un cabinet d'association où on était 4 médecins. On est 5 depuis juin. Donc voilà, moi si j'ai accepté de venir vous parler, c'est parce que je voulais vous expliquer comment moi je vivais la chose, que je trouve que j'ai trouvé le moyen idéal pour exercer pour une femme en particulier. Et je trouve que ce moyen-là, j'ai envie de communiquer la façon dont ça se passe, quoi. Alors, peut-être de manière pratique déjà, j'ai entendu tout à l'heure les aspirations des jeunes internes et ce dont ils avaient envie finalement. Déjà, le fait que ce soit un sacerdoce, la médecine libérale, je ne suis pas du tout d'accord. Quand on fonctionne dans un cabinet d'association monodisciplinaire, ce n'est pas un sacerdoce. On fait ce qu'on veut finalement, parce que le libéral, c'est ça, et vive le libéral. Hein, on est encore quand même capable de choisir ce qu'on donne, à quel point on s'investit. Et c'est tout à fait possible grâce au fait qu'on est plusieurs. C'est sûr que si j'étais toute seule, je ne pourrais pas faire face, c'est évident. Maintenant, à 5, on arrive à s'organiser tout à fait bien.
Et ça permet au niveau des horaires de travail, puisque ça aussi j'ai entendu que c'était dit, au niveau des horaires de travail, notamment pour les femmes, pour aller chercher les enfants, etc. Ça permet tout à fait de fonctionner. J'ai 2 enfants, un de 6 ans, un de 9 ans. Et je vais les chercher à l'école à même 3h30 maintenant, merci nouveaux horaires. Donc 3h30 le lundi et le jeudi. Je vais les chercher à l'école le mardi, on mange ensemble le midi, le vendredi aussi. Et puis il y a peu de parents qui peuvent en dire autant finalement dans les autres professions. Donc voilà, après c'est vraiment c'est cette façon de fonctionner, je trouve, qui est idéale et qu'il faudrait mettre en avant. Donc l'angoisse de l'installation, ça aussi j'ai entendu parler de l'angoisse de l'installation, c'est sûr, moi j'ai remplacé que 6 mois. Mais j'ai vite vu que c'était un peu frustrant du fait qu'on n'a pas le suivi du patient et le médecin de famille, pour moi, c'était important. Donc du coup, je me suis installée assez rapidement, surtout que j'ai trouvé cette opportunité. C'était une maison, des locaux qui étaient faits qui ont été construits pour. C'est rare, oui, mais ça se fait de plus en plus, en tout cas dans la région mulhousienne. Donc les locaux étaient construits pour, tout de suite aux normes handicapées. Il y avait 2 médecins à l'origine du projet, un assez âgé, un autre dans la cinquantaine, 2 hommes et une collègue femme qui s'était vite mise avec, qui remplaçait aussi une remplaçante au départ d'un des 2 médecins. Et donc elle s'est vite mise avec également. Et du coup, moi je me suis installée 1 mois après mon associée femme. Et donc on a fonctionné à 4 un certain temps. C'est vrai qu'au début, le libéral, on n'est pas formé pour. Je ne sais pas si au niveau des études, ça s'est amélioré un petit peu, mais voilà, je ne pense pas. Hein. Donc du coup, c'est un peu la découverte quand on s'installe. Mais plus on est nombreux et plus on a d'expérience d'autres avant, plus c'est simple. Hein. Quand on a une question, on va la poser et puis voilà. Hein. Et après, c'est aussi la découverte sur le tas, mais bon, pourquoi pas. Après, moi, je suis aussi gérante c'est une SCM, hein, on est dans une société civile de moyens. Donc, au bout d'1 an, je suis devenue gérante de la société. Et du coup, là, je me suis plongée aussi dans tout le reste, hein, puisqu'on a 2 secrétaires, une femme de ménage. Donc, il y a tout ce qui est gestion du personnel et puis gestion de toutes les taxes qu'on en découvre chaque jour encore. Hein. La première année, j'ai cru que j'en revenais pas, hein, qu'il y ait autant de taxes. Mais finalement, on s'en sort. Hein, donc voilà, moi je vous conseille vraiment de prendre cette façon de travailler. Je pense que c'est vraiment l'avenir, effectivement. Alors, donc ça, c'est les avantages. Est-ce qu'il y a quand même des inconvénients Il y en a forcément, oui, bien sûr. Alors, les inconvénients, je dirais, c'est vraiment en fonction des associés, puisque finalement, c'est entre nous qu'il risque d'y avoir des soucis. Et dans notre SCM, on est à part égale. Donc, les décisions doivent se prendre à l'unanimité. Donc le jour où il y a une secrétaire qui commençait à nous pomper l'air, à 4 d'entre nous, le 5e ne voulait pas. Bon, on a réussi, à force de négociations, on a quand même réussi à faire en sorte de faire une rupture conventionnelle, mais bon, c'était quand même, c'est toujours des négociations, c'est des discussions, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même faisable. Mais c'est vrai qu'il faut connaître quand même les personnes avant, un minimum. Donc l'idéal, c'est par exemple notre 5e venue là, qui est arrivée en juin. Donc elle m'a remplacée un certain temps. Elle a remplacé plusieurs d'entre nous un certain temps. Donc elle avait vu comment on fonctionnait, ça lui convenait. Elle avait vu le type de patientèle aussi. Et du coup, elle s'est installée avec nous. Du coup, j'ai plus de remplaçante d'ailleurs. Si quelqu'un est intéressé, notre cabinet n'a plus de remplaçant malheureusement, puisque... à Kingersheim, à côté de Mulhouse. Nous sommes très accueillants, nous avons des locaux neufs, du coup, quasiment neufs. Et c'est vrai que autant au début, j'ai des amis qui se sont installés seuls, donc il y en a encore qui s'installent seuls, mais ils ont quand même galéré des années avant de trouver vraiment leur patientèle, leur place. Moi, j'ai galéré peut-être 2 mois, et encore. Voilà. Celle qui s'est associée là, la 5e, je pense qu'elle a galéré 2 semaines, peut-être même pas. Donc on a du travail, on a ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci de travail. Et donc il y a vraiment il y a de la marge. D'ailleurs, on aurait bien besoin d'un 6e, d'un 7e. Il n'y a pas de souci, il y a de la place encore. Oui. Ok. Une question. Vous voudriez commencer? On va peut-être laisser... moi, je suis assez pour... Ouais, alors elle est pour. Alors on y va. Alors, ça vous gêne pas, monsieur? On y va. Est-ce que vous voulez prendre un micro?
Alors, ça aurait bien, oui, ça aurait été bien que ce soit la mairie. Non, c'est beaucoup plus pragmatique que ça et beaucoup plus vénal que ça. C'était le mari de la pharmacienne qui a fait, c'est souvent des promoteurs, hein, et c'est souvent les pharmacies, en tout cas dans notre secteur, c'est les pharmaciens qui construisent la structure parce qu'ils y trouvent leurs bénéfices. Après, nous, peu importe, on est libéral et on fait encore ce qu'on veut, hein. Donc, comme je vous ai dit, au début, il y a eu des essais de magouille. Oui, moi, je suis pharmacien, donc je vais essayer Ah, vous avez besoin de quelque chose, monsieur? Bah, écoutez, pas de problème. Ah, c'est fermé entre midi et 2. Non, mais je vais vous ouvrir la porte, elle va vous recevoir encore. Donc, en une ou deux explications, c'était fait, ça a pu arriver, quoi. Donc, maintenant, ils gèrent leur truc, on gère leur truc, on est locataire. On va petit à petit devenir propriétaire, puisque c'était convenu dès le départ qu'on pourrait acheter les locaux par la suite. Mais au niveau de l'argent de départ, il fallait bien que quelqu'un finance. Et donc, c'était un projet qui était porté par les 2 médecins de départ et financé par ce promoteur, en fait, mais pour gagnant-gagnant, quoi. Allez-y, moi je dirais un mot là-dessus. Oui, allez-y. Donc vous avez dit qu'à 3h30, 2 fois par semaine, vous pouviez aller récupérer vos enfants, oui. Vous pouviez manger 2 fois le midi. Et en gros, du coup, ça vous fait combien d'heures de travail? Et comme malheureusement nous sommes payés à l'acte, si je peux vous permettre d'être assez... Pas de problème. Voilà, en gros, combien vous faites d'actes par semaine? Oui. Alors, je pense que je travaille assez rapidement quand même. J'écris très vite à l'ordinateur, donc ça m'aide un petit peu. Mais en tout cas, par mois, je gagne à peu près 14 000 €. Ensuite, il faut enlever toutes les charges. C'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, hein. On est bien d'accord, évidemment. Donc ensuite, il faut enlever les charges qui, en cabinet d'association, qui est quand même le cabinet d'association, il y a plus de charges, hein, puisqu'il y a les secrétaires obligatoires. Donc j'ai à peu près 6 000 € de charges. Voilà. Impôts inclus. En fait, ils te demandent combien d'heures et combien d'actes? Voilà. Alors les actes, c'est entre 20 et 50 par jour, à peu près. Eh oui. Non, pas en 10 minutes les consultations. En fait, ça dépend des fois. C'est-à-dire que quand je travaille l'après-midi, donc les mardis après-midi, vendredi après-midi, en gros, j'ai pas d'horaire, quoi. C'est-à-dire que je peux rentrer hyper tard. Par contre, et ça c'est mon mari qui prend le relais. Et du coup, les autres jours où je suis pas là, je suis pas là. Voilà. Alors en termes d'horaire de travail, je travaille, je calcule pas vraiment parce que du coup j'ai des horaires variables selon les semaines. Il y a des semaines où je travaille plus et des semaines où je travaille moins. Quand les enfants sont en vacances, qui sont quelque part dans la belle famille par exemple, je travaille plus. Donc ça se compense l'un dans l'autre. Mais globalement... Ouais, donc ce que je voulais reformuler ça et puis parler de la question des murs parce que c'est une question importante. Donc par rapport à ce que on va dire, la chance du libéral, c'est qu'on peut moduler nos heures de travail. L'engagement du libéral, c'est qu'il n'y a pas d'horaire vraiment en fait. Ça veut dire c'est que une fois qu'elle est là, elle est là. Vous comprenez, c'est qu'elle va voir le nombre de personnes qu'il faut voir. Voilà. Quand je suis là, je suis vraiment là. Par contre, si là prochainement il y aura le cycle piscine pour mon fils aîné, ils ont besoin d'accompagnateurs, je vais barrer tous mes mardis matins et puis voilà. Je voudrais juste revenir sur la question des murs parce que c'est une question qui est très importante, notamment dans les grandes villes, mais qui est une question très importante. L'immense majorité des médecins, généralistes ne sont pas propriétaires de leur local, ils sont locataires. Ce qui pose de gros problèmes par rapport à la question de l'accessibilité d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avoir un local neuf accessible, c'est très très rare aujourd'hui. Et donc c'est un vrai frein à l'installation parce que pour les anciens, on a des dérogations qui perdurent parce que c'est très difficile. Rien qu'à Strasbourg, pour ceux qui connaissent, avenue des Vosges, boulevard de Lyon, c'est des constructions, on est tous en rez-de-chaussée, mais c'est des rez-de-chaussée hauts. Ils se sont tous, donc on est pratiquement aucun. Il n'y a pratiquement aucun généraliste aujourd'hui qui est accessible à la norme handicapée. Pour les installer, ça va, on recule encore les choses, je ne sais pas jusque quand. Et comme on est locataire, c'est encore plus compliqué pour engager la question des travaux. Et par contre, pour les jeunes installés, c'est compliqué. C'est-à-dire que il faudra que vous ayez cette norme handicapée. Alors on travaille syndicalement pour essayer de trouver des dérogations, notamment parce que la médecine générale, nous, on peut faire des visites à domicile pour les gens qui pourraient vraiment pas avoir accès à nos cabinets, mais on est en difficulté autour de ça. Donc, soit on est dans une logique qui est, je dirais, purement privée,
hein, donc le pharmacien ou l'entrepreneur du coin qui a des sous, il construit la maison pour les docteurs, et après il fait sa il rentabilise son truc. Soit alors, moi je prends ma casquette d'élu de la petite ville à côté qui s'appelle Strasbourg, et donc les collectivités vont accompagner les projets. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont soit en régie, soit avec des sociétés d'économie mixte de bailleurs sociaux. À Strasbourg, c'est CUS Habitat, Habitation Moderne. Ils vont essayer de prendre en charge le bâti, qui est très cher. C'est ça qui est paradoxal. On est dans un moment de crise, mais le prix de la construction, notamment quand on fait des locaux adaptés, hein, c'est-à-dire que quand on prend un 3 pièces ou un 2 pièces ou un 4 pièces comme ça et qu'on essaye de... ça ne coûte pas très très cher, si vous voulez. Mais lorsqu'on va trouver quelque chose qui va être adapté à nos pratiques, ce qui est très rare, hein, c'est très très rare, autant en normes handicapées, mais aussi dans toute la réflexion de ce que c'est un cabinet, et du coup ça coûte beaucoup plus cher, quoi. Et donc c'est très difficile pour les jeunes du coup de s'installer s'il n'y a pas des aides publiques, s'il n'y a pas un accompagnement politique sur les territoires notamment des grandes villes où le foncier et où la construction reste cher. Et c'est un problème qu'on a de façon générale en France, cette réalité-là. On va donner la parole à monsieur Segmuller et puis on continuera à échanger. Alors allez-y. Ah non, on a vraiment chacun notre patientèle. D'ailleurs, la secrétaire s'arrache les cheveux parce que c'est compliqué pour elle de suivre le fonctionnement de chaque médecin, puisque chacun fonctionne différemment, quoi. C'est sûr que j'ai un collègue qui fait plus sur rendez-vous, par exemple. Moi, je fonctionne moitié sur rendez-vous, moitié sur consultation libre. Je fais beaucoup de pédiatrie. Et j'ai ma collègue femme aussi qui fait beaucoup de pédiatrie, mais on n'a pas du tout les mêmes patients. Parce que la patientèle finit par ressembler aux médecins de toute façon, ça c'est connu. Et donc la 5e qui est venue, alors il y a une partie de notre patientèle qui est partie vers elle, hein, comme ça a été le cas quand nous on s'est installés et qu'on a repris une partie de la patientèle des 2 hommes qui étaient déjà sur Kingersheim auparavant. Mais ça se fait de façon simple et tellement modérée finalement qu'on le ressent pas vraiment. Nous, notre cabinet, il faut voir aussi que les maisons comme ça, les cabinets d'association monodisciplinaires, ça attire beaucoup la patientèle. Parce qu'on peut organiser une permanence de soins, c'est-à-dire qu'il y a un médecin de 8h à midi et de 14h à 19h, le cabinet est ouvert. Et il y a un médecin, toujours en consultation libre. Ça nous permet, en consultation libre au minimum, et souvent un autre sur rendez-vous et souvent encore un autre en consultation libre. Donc on essaye d'accueillir tout le monde, ce qui fait que quand il y a un médecin du coin qui est absent ou en vacances ou malade, forcément les gens viennent chez nous. Et du coup, avant on devait beaucoup refuser. Depuis qu'elle est là, on accepte un peu plus, mais on sent déjà les limites alors qu'on n'est qu'à 6 mois de son installation. Donc, juste pour reformuler, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est partout dans le cabinet d'association, il y a une clientèle, une patientèle qui est personnelle aux médecins, et puis il y a des gens qui vont chez les médecins de l'association. Mais il y a une permanence, c'est-à-dire que, on va dire, la personne va voir 9 fois sur 10 son médecin. Dans les maisons de santé, c'est pareil, hein, je veux dire, c'est la même chose. Et puis une fois, là, parce qu'il n'était pas là, il va voir l'autre qui aura accès au dossier, qui aura les éléments du suivi, et donc du coup, ça permet cette permanence. Et donc, on peut ouvrir dès qu'on est 3. Nous, par exemple, on est 3, on fait 8h du matin, 8h du soir, hein, je veux dire. Et donc, du coup, c'est vrai que par rapport à ce que je disais tout à l'heure en introduction, le fait qu'il reste encore presque 50% de médecins généralistes seuls, le problème, c'est quand eux, ils partent, ils ne sont pas remplacés, ou l'après-midi, ils ne sont pas là. Du coup, les cabinets d'association ont ce potentiel aussi, si vous voulez, de pouvoir attirer les personnes, quoi. Voilà. Oui. Alors, on a 8 bureaux dans le bâtiment, 4 en bas, 4 en haut. On a un ascenseur handicapé qui permet donc la 5e s'est installée en haut. Et on a une salle de soins d'urgence pour faire les sutures, les électrocardiogrammes, et puis l'oxygène, etc. On a tout ça dans cette salle. On a une salle de soins.
Oui, voilà, on a chacun notre déco, notre... voilà. Oui, on va juste donner la parole quand même à M. Segmuller qui puisse présenter, puis ensuite on repartira dans l'échange jusqu'au bout. Hein. Allez-y. Bien oui, en complément de la délégation de tâches, je veux appuyer le fait qu'il n'y a pas uniquement un travail de coordination, mais aussi un travail de supervision du médecin. Le médecin doit garder la responsabilité, parce qu'il doit garder la responsabilité de l'organisation et parce qu'il a la responsabilité de ce qui se passe. Et l'autre élément qui se rapproche aussi du problème dont vous parliez, c'est les locaux. Quand on fait de la délégation de tâches, il faut avoir là, vous avez des locaux disponibles, donc on peut faire... bien souvent, le problème, c'est que quelqu'un qui fonctionne d'une certaine manière, un médecin qui fonctionne, en particulier en ophtalmologie, puisque c'est le seul domaine que je connaisse un peu, eh bien, lorsqu'on veut faire de la délégation de tâches, il faut avoir des locaux suffisants pour ouvrir des lieux et des équipements en plus. Alors, si je parle de la délégation de tâches, c'est que j'aurais préféré qu'on me confie ce sujet-là, plutôt que... Parce que ce qu'on m'avait dit, c'était de parler des inconvénients. Vous parliez des avantages, et moi, je devais parler des inconvénients. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on confie à un vieux ronchon le soin de parler des inconvénients. En plus, c'est une tâche extrêmement facile, puisque je suis spécialiste et que j'ai l'impression que dans l'ensemble, vous êtes plutôt généraliste. Donc, enfin, ça me permet en tout cas de faire la distinction entre la situation actuelle des généralistes qui est qu'ils ont le choix. C'est-à-dire ils peuvent se dire je m'installe seul, isolé mais pas solitaire, ou solitaire et pas isolé. Enfin, de toute façon, c'était une bonne distinction. Et tandis qu'il y a des spécialités, et peut-être que les généralistes vont se retrouver au fil des années dans la même situation. Il y a des spécialités où c'est plus possible de travailler isolé à cause de l'émergence des surspécialités. Quand quelqu'un arrive dans un cabinet d'ophtalmologie en disant « j'ai une baisse de vision », on ne sait pas si c'est la rétine, si c'est le cristallin, si c'est la cornée, si c'est le nerf optique, si c'est la macula ou si c'est les lunettes, tout simplement. Et en plus, si on arrive dans un cabinet, on a pris rendez-vous 6 mois avant et on dit « je veux des lentilles de contact », moi j'opère la cataracte, un point c'est tout. Bon, alors il faut attendre 6 mois de plus pour trouver un confrère qui veuille bien adapter des lentilles de contact. Donc on voit bien qu'en ophtalmologie, l'émergence des surspécialités oblige les confrères de ma spécialité à faire des associations monodisciplinaires. C'est plus possible autrement. Et donc, c'est intéressant parce que, évidemment, ça a tous les avantages de la mise en commun du matériel, des équipements, etc. Ça permet en effet aussi de gérer d'une manière plus intelligente la délégation de tâches qui, dans ma spécialité, se développe d'une façon tout à fait considérable et qui intervient déjà dans plus d'un 5e des cabinets d'ophtalmologie. Alors, il faut voir qu'il y a aussi des inconvénients. Vous avez commencé à y faire allusion. C'est assez intéressant parce que ces inconvénients tiennent au fait que ce sont des médecins à la fois très semblables et très différents. Très semblables par leur spécialité, donc avec tous les avantages de mutualisation des frais et des équipements dont on parlait, mais très différents parce qu'au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'en effet, s'ils veulent être complémentaires, par définition, ils seront différents. C'est le cas assez fréquemment, par exemple, lorsque quelques jeunes confrères de même génération décident de s'installer. Au début, ils sont tous sur le même plan. S'ils investissent ensemble, ils donnent chacun la même somme, ils partagent les mêmes frais, ils occupent à peu près les mêmes surfaces et par conséquent, c'est assez simple dans la répartition des recettes, des dépenses et des frais. Et puis alors il vient un moment où un tel s'intéresse aux enfants, l'autre à la rétine, le troisième à la cataracte, le quatrième à autre chose.
Et puis, il y en a qui ont une patientèle plus importante que d'autres. Et à ce moment-là, les différences commencent à se creuser. Et puis, donc ça a créé un peu des difficultés, parce qu'il y en a un qui mobilise le secrétariat d'une façon considérable, et l'autre qui est là très peu, parce qu'il s'occupe de ses enfants. Voilà. Bon, c'est la liberté du libéral, c'est inestimable. Enfin, moi, je n'ai pas cessé de le trouver inestimable. Mais ça crée des différences dans les recettes et puis dans les frais. Et puis alors, il y en a un qui a besoin qui opère la cataracte dans une clinique voisine. Il a besoin de pratiquement pas beaucoup d'équipement. Et puis il y en a un autre qui développe la rétine médicale avec toute l'imagerie que ça représente, et c'est très coûteux. Donc on lui dit, oui, mais attention, tous ces investissements-là, tout le monde y contribue, et puis ça ne sert qu'à l'un. L'émergence d'une activité qui n'était pas connue, ça a été le cas de la rétine médicale. Pendant longtemps, tant qu'on ne pouvait rien faire contre la DMLA, on voyait la dame une fois par an, on lui tapotait la joue en lui disant ça va pas être pire que c'est bien ennuyeux, mais voilà, c'est comme ça, revenez dans un an, et puis c'était tout. Tout à coup, la rétine médicale s'est développée d'une façon absolument considérable, à la fois grâce aux méthodes d'investigation, l'OCT et puis enfin tout le reste. Et puis, en même temps, il commence à y avoir des possibilités thérapeutiques avec les injections intravitréennes d'anti-VEGF. Et donc, il y avait un petit dernier qui était arrivé dans l'association et puis qui vivotait, parce qu'à cause à côté des ténors de la cataracte qui enlevaient 6 cristallins le matin avant leur petit déjeuner, histoire de se mettre en jambes. Eh bien, le petit dernier, là, il vivotait, et puis tout à coup, il fait de la rétine médicale, et puis son activité se développe. Et puis, quand on fait le bilan à la fin de l'année, c'est lui le ténor, le phénix des hôtes de ces bois. Et par conséquent, il y a des différences, des décalages qui se font, qui sont quelquefois tout à fait difficiles à gérer. Et en fait, bien souvent, c'est l'observation, ça c'est le privilège de l'âge, c'est que président du syndicat des ophtalmologistes, pendant un quart de siècle, j'ai vu pas mal d'associations dans ma spécialité se faire et se défaire. Et l'un des problèmes, c'était ça en effet. C'était qu'au départ, c'était quelque chose qui était relativement cohérent. Et puis, au bout d'un certain temps, des distorsions se forment, assez souvent d'ailleurs avec l'intervention des conjoints. Les conjoints sont les ennemis de l'harmonie des cabinets d'associations monodisciplinaires. Donc, il y a des distorsions qui se forment, des jalousies, etc. Il y a celui qui s'approche de sa retraite et puis qui commence à être moins actif, mais qui veut quand même continuer à bénéficier de tous les avantages, et puis qui fait entrer un jeune en espérant qu'il en retirera plus qu'il n'en retirerait s'il était tout seul, parce que personne ne voudrait de son cabinet obsolète. Donc là aussi, il y a des moments, le jeune qui arrive, il monte, le vieux qui part, il descend. Tout ça, ça crée des distorsions qui sont relativement importantes. Alors, je ne vais pas insister sur les inconvénients. De toute façon, ce n'est pas quelque chose qui me plaise. Je suis plutôt d'un caractère positif. Et puis, on est là plutôt pour vous encourager plutôt que pour vous dissuader. Les deux seules choses que je veux dire en conclusion, avant éventuellement vos questions, c'est que la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrat qui soit extrêmement précis, détaillé et qui prévoit, qui précise tout. C'est-à-dire, il faut en particulier qui précise les choses qui risquent de foirer quand ça commence à foirer et qui règle les... Oui, je dis encore une chose et ensuite... Et l'autre chose, alors ça c'est une condition, la première c'est une condition que je dirais juridique, et l'autre c'est une condition humaine qui est peut-être encore plus importante, c'est qu'il faut qu'il y ait un chef. Moi, les associations monodisciplinaires en ophtalmologie que j'ai vu fonctionner, c'est qu'il y avait quelqu'un
qui en plus d'être un ophtalmologiste présentable et à peu près efficace, eh bien, il avait une âme de gestionnaire et de chef. Il était capable de diriger la manœuvre, de dire à un confrère qui commençait à faire un peu n'importe quoi, qui devait se remettre dans le droit chemin, qu'il était capable en effet de licencier une secrétaire qui commençait à déplaire, qu'il était capable de choisir entre les investissements qui étaient possibles et puis ceux qui ne l'étaient pas, de négocier avec les banquiers, les assureurs, les propriétaires et tout ce qui s'ensuit, enfin tous les ennuis qu'on peut avoir, y compris les caisses d'assurance maladie et j'en passe. Et par conséquent, je pense que ces deux facteurs-là sont vraiment déterminants. Un contrat bétonné au départ et un chef pour coordonner et dynamiser l'ensemble de la manœuvre. Vous aviez demandé la parole. Ok, très bien. Alors allez-y, après, allez-y. J'avais une question pratique sur le contrat, justement. Qui le fait? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'au niveau législatif, il n'y a rien? Et parce que moi, on me demande de faire un contrat pour un cabinet d'association, je suis incapable de le faire. Par qui Alors c'est une excellente question. Il y a à mon sens, il y a trois interlocuteurs qui sont intéressants à cet égard. Il y a l'ordre des médecins, puisqu'il propose des contrats types. Donc ça, c'est déjà intéressant. Et que de toute façon, le contrat devra lui être soumis pour conformité. Deuxièmement, il y a les sociétés d'assurance en responsabilité professionnelle, comme je connais bien la MACSF, qui est le sous-médical, qui ont des juristes qui sont habitués à régler les problèmes de ceux qui ne s'entendaient plus et qui, par conséquent, savent à peu près ce qui se passe ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut prévoir. Et puis, troisièmement, il y a les experts comptables, ceux qui ont une expérience de notre type de profession. Et les experts comptables, ils vont bien au-delà des chiffres, des lignes de comptabilité, et ils sont susceptibles. Moi, je dirais qu'il y a ces trois-là, parce qu'à ce moment-là, on a l'élément déontologique, l'élément judiciaire éventuellement de conflits, la prévention des conflits, et puis l'élément comptable, enfin fondé sur le comptable. Si on prend contact et conseil de ces trois experts, si je puis dire, à ce moment-là, on peut faire un contrat qui tienne la route. Donc juste donnera l'exemple après des sociétés. Donc moi j'ai dit que c'est une association de fait, donc ça veut dire qu'en fait c'est un contrat type de l'ordre qu'on a un peu adapté en fait à l'époque et qu'on a gardé, donc qui prévoit les horaires, les modes de fonctionnement, qui paye quoi, voilà, c'est quelque chose d'assez léger. Il y a différents types qui existent. Par exemple, quand M. Segmuller parlait des problèmes financiers, c'est souvent les gens qui sont en société civile professionnelle ou en SERL, c'est-à-dire que c'est carrément une société, vous voyez, où tout est mis en commun. Voilà. Donc là, dans mon cadre, chaque praticien touche ses honoraires et il y a une clé de répartition qui est prévue pour les frais. Voilà, donc qui sont présents. Et donc vous étiez en société civile de moyens. Ouais, nous, on est en société civile de moyens. Donc en pratique, le contrat, on a pris exactement celui de l'ordre pour ne pas faire compliqué. Et par contre, toute la partie fine dont parlait le docteur Segmuller, on l'a mis dans le règlement intérieur qui, lui, n'est pas forcément à montrer à tout le monde. En fait, au niveau du contrat de base, juridiquement, le contrat de l'ordre suffit. Après, pour la répartition, le fait que, par exemple, on peut pas, dans notre contrat, dans notre règlement intérieur, il est dit qu'on ne peut pas, par exemple, quitter l'association et s'installer à 2 km, quoi. Voilà, par exemple. Ça se fait souvent, ça. Hein. Quand même, oui. Mais c'est le compte, je veux dire, comme pour démarrer, le contrat type suffit, quoi. Et donc, au niveau ensuite de la manière de fonctionner, nous, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on répartit les frais selon une clé de répartition. Donc, on a choisi de faire une partie fixe à diviser par le nombre de médecins et une autre partie au prorata du chiffre d'affaires, puisqu'on estime que plus on consulte, plus on va utiliser la secrétaire, plus on va utiliser les locaux. Bon, c'est logique, quoi.
Alors, le conseil général, bien sûr, demandez des avis à des spécialistes, mais ne dépensez pas des sommes folles avec des avocats ou des juristes pour monter des machines à gaz. En tout cas, en médecine générale. Après, dans d'autres, il y a d'autres enjeux. Vous comprenez ? Si on est radiologue, on va avoir des masses financières d'investissement qui n'ont strictement rien à voir avec nos réalités, nous, quotidiennes. Hein. Là, on dit l'entreprise libérale. Moi, je dirais, le médecin général, c'est plutôt un petit artisan. Voilà, on est plutôt des artisans. Et donc, il faut un cadre juridique. Voilà. Les maisons de santé, par exemple, sont beaucoup plus structurées, on l'a vu tout à l'heure, avec une structure qui s'appelle les CISA, qui est une structure juridique différente. Beaucoup de médecins sont soit en SCM, soit en association de fait. On représente, on va dire, 90-95% des modes de fonctionnement de la médecine générale. Voilà. Association de fait, c'est moins structuré. C'est-à-dire que nous, par exemple, on n'a pas un compte commun, par exemple, hein, ce qui est un peu compliqué entre nous. On a un compte commun. Eux, ils ont un compte commun. Qui paye les salariés. Voilà. On a aussi, du coup, par contre, de l'URSSAF et des taxes sur l'entreprise. Chaque médecin paye séparément ses taxes, son URSSAF, etc. Et l'entreprise paye aussi en plus. Donc, ça veut dire que... De mon point de vue, si tu avais à refaire, je ne ferais pas comme ça. Mais bon, après, historiquement, on l'a fait. Et il y a beaucoup de médecins qui sont en société de fait, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu moins structuré, c'est un peu plus bricolo, si tu veux. Donc, on a le contrat de l'ordre qui sécurise les relations, et puis on a un mode de fonctionnement qui est un peu moins structuré. Il n'y a pas d'entité, en fait, juridique de l'association pour gérer, par exemple, les frais. Donc, on va faire des clés de répartition aussi, mais ça sera, bon, cette fois-ci, toi, tu payes cette année l'électricité, l'année prochaine, c'est moi qui payerai. Ouais, voilà, c'est un peu des trucs comme ça. Donc, globalement, c'est beaucoup mieux d'être en société civile ou alors en CISA quand on est en maison de santé, mais il y a beaucoup de médecins qui sont comme ça. Hein. Je veux dire, soit ils sont tout seuls, donc ils sont tranquilles, soit ils sont à un ou deux, et ils se disent que ce n'est pas nécessaire de faire des machines à gaz. Moi, je suis plutôt d'accord. Voilà. Alors, on y va. Qui voulait prendre la parole ? Allez-y. Puis... Vous avez plus ou moins répondu à ma question, mais les avantages, en fait, une SCM, financièrement, c'est pas du tout... c'est moins intéressant qu'une société du fait, mais c'est juste que ça protège mieux clairement les personnes qui en font partie, en fait. Si jamais ça dérape. Clairement, parce que s'il y a un souci, effectivement, on est dans le coup, quoi. Ok, allez-y. Alors, au niveau des locaux, déjà, donc, je disais, je suis locataire. Le pharmacien, comme vous aviez compris, a tout intérêt à ce qu'il y ait des prescripteurs à côté de sa pharmacie. Donc, forcément, il a fait des loyers échelonnés, c'est-à-dire pour suivre la progression de la patientèle. C'est-à-dire que la première année, j'avais 50% de loyer, etc. Ça augmentait. C'était sympathique. Hein, ouais. Et donc... Pardon ? Alors, oui. Alors voilà, donc c'est ce que je disais, la question des murs tout à l'heure. Hein, si vous voulez, la majorité des médecins généralistes, ne sont pas propriétaires de leur local, notamment dans les grandes villes. Hein, je veux dire là, pratiquement personne n'est propriétaire. Pourquoi ? Parce que c'est un investissement très important, hein, si vous voulez. Hein, ça coûte très très cher. Hein, voilà. Et donc, par rapport aux maisons de santé, c'est pareil. Hein, on a dit beaucoup d'âneries sur les maisons de santé. Il y a des maisons de santé où les gens sont locataires. Il y en a d'autres qui sont propriétaires. Clairement, quand vous parlez d'amortissement, c'est qu'on vous propose d'être propriétaire, c'est ça. Donc ça, c'est complètement différent. C'est une logique qui est une logique, je dirais, plus de patrimoine, vous comprenez, qui est plus seulement une logique purement libérale. On a ce choix-là, si vous voulez, aujourd'hui, en France, d'être soit locataire, d'être propriétaire. Ça ne change rien d'ailleurs par rapport à la question de notre autonomie personnelle et de fonctionnement. Certaines personnes voudraient le faire croire, mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, même si on est locataire, on fait ce qu'on veut, même quand on est locataire du pharmacien, vous voyez, donc même là on peut. Voilà. Donc la question si vous voulez, de l'amortissement en médecine générale, elle ne se pose pas en dehors de la question des murs, puisque l'investissement est très faible. Hein. Je veux dire, on n'a pas une technicité qui nécessite des investissements très forts. Donc souvent, il y a la question du rachat de patientèle, qui est aujourd'hui de moins en moins importante et qui se négocie. Donc ça s'amortit très vite. Donc la vraie question, c'est la question de si vous êtes
quelqu'un qui voulait vous faire un patrimoine et si vous voulez vous engager dans cette logique-là. Ça, c'est vraiment une question, bien sûr, financière, mais qui est plus personnelle, en fait. Hein, en pratique, au niveau de l'installation, c'est surtout le mobilier, la table d'examen. Mine de rien, c'est cher aussi quand même. Tout ce genre de choses, je dirais, avec 10 000 euros. Moi, j'ai fait un emprunt de 10 000 euros au départ que j'ai remboursé en 2 ans, mais qui m'a permis de fonctionner très rapidement et à plein régime au bout de quelques mois. Hein. Vous voyez, ce qu'on veut dire, c'est par rapport à d'autres spécialités, l'investissement de départ, en dehors de la question des murs, en médecine générale, est relativement faible et est amorti très très rapidement. Allez-y. Oui, bien, vous avez tout à fait raison. Hein. Dans la réalité, les bails, c'est les baux qu'on a, nous, hein, sont pas des baux commerciaux, hein, ce sont des baux professionnels qui sont assez protecteurs, hein, pour nous, hein, si vous voulez. Hein. Donc peut-être Monsieur Zegmuller, c'est un peu mieux que moi. Je crois qu'on est quoi? On a 6 ans, hein, on est à 6 ans. Hein, vous voyez, et donc pour vraiment qu'ils nous virent, c'est très difficile, quoi, si vous voulez. Hein. On est bien protégé. D'ailleurs, c'est une difficulté d'ailleurs pour certains propriétaires ou certains bailleurs sociaux qui ne connaissent pas bien ce genre de système. C'est relativement protecteur, si vous voulez. Hein. Mais en même temps, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je dirais, ce sont des vrais choix. Ça, au départ, malheureusement aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'un médecin généraliste ne permet pas au départ, à moins si on a de l'argent personnel ou on fait des prêts, de s'engager dans des opérations immobilières. Vous voyez, c'est pour ça que je disais, du coup, ça c'est vraiment un choix personnel, quoi. Allez-y. Alors chez nous, les secrétaires, elles font de l'accueil téléphonique, ce qui leur prend déjà énormément de temps. On a 4 lignes simultanées et donc elles font essentiellement l'accueil téléphonique, l'accueil direct des patients, prise de rendez-vous et ça s'arrête là. Alors les paiements, elles s'occupent juste du terminal bancaire, puisque celui-là on en a un pour tous les médecins, mais sinon chacun encaisse dans son bureau parce que sinon ça devient la foire devant à l'accueil, quoi. C'est plus simple, hein, ça fait gagner du temps en fait. On a une secrétaire qu'à temps très partiel pour l'instant, j'espère qu'on va pouvoir augmenter. Et donc un travail très important pour moi, mais je ne sais pas chez vous, parce que chez nous on est à 0 papier, donc tout est scanné. Donc c'est scanner tout. Ouais, je pense que vous le faites aussi, hein, c'est pour ça. Donc scanner tous les résultats. Et par rapport à la question, puisque moi je suis dans un quartier populaire, je sais que vous avez parlé tout à l'heure du tiers payant. Moi je fais un tiers payant à 92% depuis toujours, sans difficulté majeure avec la carte vitale. La carte vitale, ça ne pose pas de problème. Le gros problème, c'est les papiers, quoi. Quand les gens n'ont pas les cartes vitales, c'est très compliqué. Donc là aussi, je forme un peu mon assistant administratif à gérer un peu ces éléments-là, parce que sinon, ça reste quelques mois dans un coin. Et après, ça fait des sommes qui peuvent être importantes. Donc je pense que la question de l'assistante administrative, pour la question du tiers payant, parce qu'on en parlait tout à l'heure, elle est importante. Et pour revenir sur le tiers payant, il doit être sécurisé par la caisse. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et tant qu'il n'est pas sécurisé par la caisse, ce n'est pas admissible aujourd'hui de tiers payant généralisé. Pour moi, c'est une aide à l'accès aux soins. Je vous dis, moi, je suis à 93-94% de tiers payants, donc c'est presque du systématique. Hein. Mais c'est quand même moi qui le décide. Mais je le décide à ce niveau-là. Ça ne pose pas de problème particulier, sauf quand les gens n'ont pas la carte vitale. À ce moment-là, il y a des temps administratifs pour essayer de réguler ces questions. Oui, allez-y. Si c'est inclus là-dedans, dans les 10 000 euros, oui. Alors oui, on a donc à l'époque, dans le temps, il y avait un calcul très précis sur. Il fallait calculer sur le dernier chiffre d'affaires annuel du médecin. On divisait par 4, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc nous, on a fait d'abord ça, et ensuite on a négocié. Et donc on a réussi à faire baisser beaucoup. Je dis on parce que c'était avec ma collègue femme. On était 2 en même temps, quasiment un mois près à rentrer dans l'association. Et donc on a réglé de cette façon-là. Mais si c'était à refaire, je me demande même si j'accepterais de refaire ça,
parce qu'au final, c'est à partir du moment où nous, les deux jeunes femmes, on s'est installées, que le cabinet a explosé. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Si vous voulez, c'est-à-dire que deux choses. La première, c'est clair qu'il faut négocier. Deux, clairement, aujourd'hui, si vous voulez, on rattrape très vite l'activité, quoi. C'est ce qu'elle vient de dire. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, on rattrape dans le bénéfice de deux. C'est-à-dire, dans les cabinets voilà. d'association, hein, parce voilà, que je vous disais, cabinet d'association, bien sûr. Seul, on peut galérer. C'est-à-dire, bien sûr, c'est-à-dire qu'on diminue les charges, puisque les charges vont être réparties. Les assistantes, les femmes de ménage, les charges vont être, le loyer va être réparti sur les différents. Donc, de toute façon, on va diminuer nos frais, donc on va augmenter notre bénéfice. Et ensuite, on va perdre au départ de l'activité, ça c'est sûr. On perd de l'activité, mais très vite, en 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, selon les associations, la personne qui a vendu, entre guillemets, son bout de clientèle rééquilibre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces indemnités sont de moins en moins importantes, clairement. Et bon, alors, c'est dans la négociation, comme vous avez dit. Hein. Avant, c'était la moitié du bénéfice ou le quart du chiffre d'affaires. Moi, c'est ce que j'ai payé, moi, à l'époque, quand je suis rentré. Donc, je me suis associé avec un médecin donc, il y a 25 ans. Et donc, mais aujourd'hui, c'est clair que c'est à la négociation pour ces deux arguments. L'argument que, de toute façon, ça va baisser les charges et que très vite, il y aura une nouvelle répartition de l'activité. Je voulais juste faire un aparté sur encore des intérêts dont on n'a pas trop parlé. C'est le fait qu'en cabinet d'association, on peut ne pas que se consacrer à la médecine générale, mais faire aussi d'autres choses. Donc, il y a la nouvelle collègue qui s'est installée, fait des vacations hospitalières en soins palliatifs, parce que ça l'intéresse, c'est son truc. Donc, elle fait 2 matinées. Ce genre de cabinet d'association permet de faire ça. Moi, je fais de l'acupuncture en plus, de collègues qui font de l'homéopathie. On essaye un petit peu de se diversifier et ça, c'est possible grâce à cette façon de faire. Ouais. Allez-y. Peut-être mademoiselle qui n'avait pas encore intervenu après vous. Allez-y. Juste, en fait, moi, vous n'êtes pas en collaboration, quoi que ce soit, mais est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée aussi quand on collabore avec quelqu'un, il y a aussi plus de patientèle qui vient. Est-ce qu'au final, une rétrocession de combien devrait être correcte? Donc là, vous parlez de collaborateurs libéraux, c'est ça, hein, ouais. Bah ça se négocie aussi. Hein, je veux dire, c'est comme les remplacements, vous savez très bien, c'est des choses qui se négocient. Les remplacements, c'est quelque chose à court terme. Quand on est collaborateur, au bout d'un moment, on va aussi rapporter de la patientèle en plus, Bien sûr, comme un associé. Bien sûr. Et donc, au final, est-ce qu'une rétrocession, comme pour les remplaçants, ça se justifie ou alors, d'une certaine façon, vous pouvez demander plus en tant que collaborateur? Là, c'est vraiment c'est vraiment de la négociation. Et puis, je pense qu'il faut le faire en adaptation. Vous comprenez, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir un contrat où il y a des avenants selon les chiffres d'affaires pour pouvoir que ça soit gagnant-gagnant pour les professionnels. Allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé que vous travaillez avec une psychologue et une assistante sociale et l'infirmière à Zavet, mais qui c'est qui les paye? Alors dans les deux, c'est un peu la même chose. Donc au niveau des psychologues et travailleurs sociaux, c'est un réseau de santé d'addictos. Donc qui va avoir des différentes subventions de l'État, qui va salarier le personnel et qui va le mettre à disposition du cabinet de médecine générale. Donc ça, c'est les microstructures d'addictologie. Et Azalée, c'est pareil, mais c'est national. C'est une association nationale qui a aussi des subventions de l'État pour expérimenter l'éducation thérapeutique en cabinet et qui va donc aussi salarier l'infirmière qui est mis à disposition du cabinet pour faire partie de l'équipe. Voilà. Alors que chez nous, c'est un pôle libéral, entièrement libéral. Donc, on a les infirmières à côté, les kinés, on a un podologue, une ostéopathe, une psychologue sur place. Mais par contre, chacun travaille pour soi et elles ne sont pas dans notre SCM. Oui, mais par exemple, la psychologue, c'est un personnel de santé qui n'est pas remboursé. Voilà. Ou l'ostéopathe, c'est pareil. Si on veut demander, par exemple, si on souhaite travailler avec une diététicienne pour faire de l'éducation avec les diabétiques ou les personnes en surpoids, auprès de qui il faut faire la demande pour pouvoir... Il y a deux logiques, c'est bien, hein, c'est intéressant. Il y a une logique qui est purement libérale, qui est de dire qu'il y a des nutritionnistes, il y a des psychologues, elles s'intègrent au cabinet d'une façon organisée ou en pôle, comme un jour vous allez être en pôle. On a demandé, il fait une demande de pôle. Donc ce qui est très bien, sauf ce qui pose la question pour moi, dans un quartier populaire, dans un quartier populaire, c'est pas possible, parce que les gens n'ont pas les moyens. Si vous voulez. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle les réseaux de santé, ou le réseau Azalée d'éducation thérapeutique, qui fait que ces infirmières ou ces psychologues ou travailleurs sociaux sont
salariées d'une association ou d'un réseau et sont mis à disposition, et donc elles sont gratuites pour la population dans le cadre du travail coordonné dans le cabinet, quoi, voilà. Allez-y, il y avait encore d'autres demandes. Oui, allez-y. C'est la crise du logement, voilà. On pousse les murs. C'est là où, si vous voulez, moi, je suis dans un cabinet, donc rue de Molsheim, qui est un appartement qui n'a rien à voir avec un cabinet de médecine générale, hein. Heureusement, c'est assez grand. Puis on a poussé les murs, on a cassé un peu les murs, on a essayé de trouver partout la cuisine. Voilà, vous voyez, c'est parce qu'il y a une cuisine, il y a une salle de bain, donc on a enlevé les douches. Voilà, on essaye de pousser les murs parce que c'est comme ça. Bien sûr, c'est pas du tout idéal, vous comprenez. Mais on arrive à de la mutualisation. Mais actuellement, c'est un peu la crise, mais à la mutualisation pour arriver à avoir ça. Les maisons de santé ou les pôles ou les structures qui sont construites spécifiquement, c'est le bonheur, quoi, hein, c'est le bonheur absolu parce que, par exemple, dans les maisons de santé, ils ont les plans avant, vous comprenez, ou eux, ils ont eu les plans avant, ils ont pu définir comment c'est, quoi, voilà. Donc ça, c'est l'avenir. L'avenir, c'est qu'on puisse arriver à avoir des soins de santé primaires qui sont pensés avant le projet de santé. Vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est ça, dans une maison de santé, c'est comme ça, ou quand on peut le construire, c'est comme ça qu'on le fait. Et ça, c'est bien sûr l'avenir, mais dans un cadre regroupé, si vous voulez, organisé et structuré. Si vous avez cette chance-là, c'est sûr que... Bon, nous, on bricole, mais on va bien, ça se passe bien. L'avenir, me semble-t-il, permettait à un vieillard Kakoshim de spécialiste de vous le dire. L'avenir, ce sont deux choses qui vont certainement impacter la médecine générale aussi. Et d'ailleurs, ça s'ébauche. Mais observez l'ophtalmologie et vous verrez que ce sont des choses qui vont vous arriver. Et comme vous vivrez votre profession durant les décennies qui viennent, il y a de la marge pour que ça évolue. C'est premièrement les surspécialisations. C'est certain que vous allez vous surspécialiser à l'intérieur d'un cabinet, qu'il y en a qui vont s'orienter comme cette consoeur généraliste qui s'oriente vers la psychiatrie, etc. Et puis, deuxièmement, c'est l'équipement. Vous allez certainement avoir, moi je vois les cabinets de médecine générale en Allemagne en particulier, qui sont depuis longtemps très équipés en matériel. Alors là, ça suppose évidemment d'avoir une structure juridique solide, parce que quand il y a des investissements et des équipements, c'est absolument indispensable. Et puis ça demande aussi d'avoir des locaux et des collaborateurs. Donc ça, observez ce qui se passe chez les ophtalmos, et ça vous donnera une idée de ce qui se passera chez vous dans 20 ans. Ok, donc un mot, puis je dirais une phrase de conclusion, et après on va retourner vers le grand groupe. Je pense qu'il y a juste une chose aussi que je voulais dire, c'est que quand on prévoit de faire une association en cabinet d'association, il vaut mieux prévoir large. C'est-à-dire, vaut mieux prévoir grand tout de suite parce que l'avenir démographique le dit bien, on va avoir besoin de monde et plus on est de fous, plus on rit. Donc, plus on est nombreux dans l'association et plus ça peut se passer bien et plus on peut continuer à avoir des super conditions de travail. Donc, parce que j'ai l'exemple de plusieurs cabinets où ils ont visé à 2. Voilà, c'était pourtant une nouvelle structure construite pour eux, ils étaient que 2. La place à peine pour une secrétaire, je trouve ça un peu dommage. D'ailleurs, ça s'est tombé à l'eau, quoi. Au bout de 2 ans, ils se sont tapés dessus puis ils sont partis. Donc, il vaut mieux essayer de viser grand. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Donc on voit que la médecine libérale, ou notamment la médecine générale, parce qu'on en a parlé beaucoup, libérale, a de l'avenir, mais elle doit se structurer, s'organiser pour permettre de répondre aux enjeux, notamment de santé publique de la population et de la question de l'accès aux soins et de la question de la prise en charge des maladies chroniques. Voilà, merci beaucoup.